On peut dire j'ai mal au genou ou j'ai mal à la cheville. Mais c'est vrai que de dire j'ai mal à l'intérieur de moi, mais je sais pas où c'est, je sais pas comment c'est, je sais pas comment le décrire, c'est une douleur qu'on ressent mais qu'on n'arrive pas à partager. Quand on souffre d'une dépression, on a une douleur, une souffrance qui est intense. On se sent paralysé, on se sent cloué, on n'arrive pas à bouger, on peut rien faire, on prend de plaisir à rien. Mais comment est-ce qu'on peut partager ça avec quelqu'un pour qui ça représente un peu la flemme du vendredi soir quand on n'a pas envie de faire la vaisselle, quoi. AVS avec Philippe Robichon. AVS et à votre santé mentale ce matin. Je reçois Mickaël Worms-Herminger. Bonjour et bienvenue. Bonjour Philippe, merci. Vous êtes chercheur, docteur en santé publique, avec une spécialisation en santé mentale. Vous êtes enseignant, auteur et podcasteur. C'est tout à fait ça. Et au-delà de votre spécialisation principale sur les sujets de santé mentale et de handicap, vous vous intéressez également aux grands défis contemporains, aux transformations numériques, préservation de l'environnement, prévention et promotion de santé et de la qualité de vie, etc., etc. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour nous parler de votre premier livre qui s'appelle « Vivre avec un trouble de santé mentale, les mots pour le dire et les outils pour s'en sortir ». Vous êtes un auteur qui sait de quoi il parle, parce que vous êtes passé par là, et après avoir écouté des centaines de témoignages, vous avez décidé de donner le vôtre. Est-ce que les mots pour raconter votre histoire étaient faciles à trouver ? Les mots étaient très difficiles à trouver, pour la simple et bonne raison qu'un trouble de santé mentale, c'est quelque chose qui ne se voit pas, qui s'expérimente, qui se sent à l'intérieur de soi. Et pour verbaliser quelque chose qui se sent à l'intérieur de soi, c'est très 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 compliqué de trouver des mots pour partager justement ce qu'on ressent. Donc voilà, c'est extrêmement compliqué, mais c'est vrai que, comme vous l'avez dit, j'ai enregistré, écouté pas mal de témoignages d'autres personnes avec des troubles divers de santé mentale. Et ce problème, il se rencontre quasiment à chaque fois, ce problème du partage justement de la souffrance mentale. Donc c'est un travail vraiment d'introspection sur le long terme qui permet de tester un peu certains mots pour voir si les gens comprennent, arrivent à conceptualiser ce dont on parle. Mais c'est vrai que c'est extrêmement compliqué et ça, j'ai essayé vraiment de le faire avec le point de vue à la fois du chercheur et de la personne qui témoigne d'un trouble de santé mentale. Ce que vous dites, c'est dire l'indicible. C'est tout à fait ça, c'est vraiment ça, c'est quand on ressent quelque chose à l'intérieur de soi d'une telle intensité, c'est souvent indicible. On peut dire j'ai mal au genou parce que je me suis foulé, je foulé la rotule ou j'ai mal à la cheville. Mais c'est vrai que de dire j'ai mal à l'intérieur de moi, mais je sais pas où c'est, je sais pas comment c'est, je sais pas comment le décrire. C'est une douleur qu'on ressent mais qu'on n'arrive pas à partager. C'est ça le problème, c'est que ça mène à des incompréhensions. Quand on souffre d'une dépression, on a une douleur, une souffrance qui est intense, on se sent paralysé, on se sent cloué, on n'arrive pas à bouger, on peut rien faire, on prend de plaisir à rien. Mais comment est-ce qu'on peut partager ça avec quelqu'un pour qui ça représente un peu la flemme du vendredi soir quand on n'a pas envie de faire la vaisselle, quoi. C'est ça un manque de motivation dans la population générale. Et là, la personne qui est à côté de vous dit « Allez, bouge-toi ». C'est ça, alors qu'en fait c'est impossible. C'est comme si vous disiez à un tétraplégique « Lève-toi ». Ça marche pas en fait. C'est vraiment le corps est paralysé par la souffrance et c'est très difficile de le dire parce qu'on n'a pas de mots en fait suffisamment forts pour l'exprimer. Donc on utilise des mots un peu du langage commun, douleur, souffrance, je vais pas bien. Mais on va vous répondre, moi aussi ça m'arrive de pas aller bien, mais pourtant je suis pas en arrêt maladie, je suis pas en invalidité, et donc c'est vraiment extrêmement compliqué. Et à part le témoignage qui pour moi sert vraiment à illustrer ça, quand on rentre dans le détail, quand une personne a le temps d'exprimer justement à quoi ressemble son quotidien, à quoi ressemble ce qu'elle ressent, les impacts sur sa vie professionnelle, sur sa vie relationnelle, là on comprend ce que c'est la souffrance. Mais en tant que thérapeute, c'était pas compliqué pour vous de vous mettre à nu ? Alors moi je suis pas thérapeute. Non, quand je dis thérapeute, mais en tant que professionnel de santé. Moi du coup j'avais pas d'activité clinique, moi j'ai uniquement des activités de recherche, mais c'est vrai que du coup j'évolue dans le milieu de la santé mentale en tant que chercheur. C'est toujours difficile de se dévoiler, c'est toujours difficile, on entend souvent quelque chose, moi j'entends souvent quelque chose quand je témoigne, c'est on me dit t'es très courageux, t'as du courage de te mettre à nu, et moi je déteste ça, parce que justement je trouve que dire que quelqu'un doit être courageux pour parler de sa santé mentale,
ça met la chose encore plus de côté. Ça veut dire qu'en fait, c'est impossible d'en parler. Il faut vraiment faire preuve d'un effort intense, du courage de se battre contre vents et marées pour pouvoir en parler. Et moi, ce que j'aimerais, en fait, c'est justement de normaliser cette parole, parce que voilà, vous pouvez avoir des invités qui viennent témoigner de leur parcours pendant leur cancer. Et puis, tout le monde trouvera ça génial de se dire, voilà, la personne a vécu un cancer, elle a eu ses traitements. Elle s'est battue, elle l'a vaincu. C'est ça. Ouais. Et quand vous venez parler d'un trouble de santé mentale, c'est... déjà, on n'arrive pas à conceptualiser le truc, en fait. C'est comme c'est très subjectif, très personnel. On a l'impression que ça demande un effort surhumain, en fait, de parler de ces troubles, mais un trouble de santé mentale, c'est un trouble de santé comme un autre. La santé mentale, c'est de la santé. Alors c'est ça que vous tenez absolument à expliquer. Un trouble de santé mentale, ça fait partie de la santé. Voilà, c'est important de le dire. C'est un trouble comme un autre. Bien sûr. Sauf que quand vous avez un trouble de santé mentale, qu'on vous demande c'est situé où, on va vous dire c'est dans la tête. Mais c'est quelle partie qui est malade? C'est le cerveau, et c'est ça qui est difficile à expliquer. C'est quel organe qui va pas bien? C'est ça qui est très compliqué, c'est qu'il n'y a pas un organe qui est malade. Il y a beaucoup de choses qui sont malades dans un trouble de santé mentale. Il y a l'environnement, il peut y avoir un environnement familial, professionnel délétère. Il y a l'environnement systémique, le système de santé qui ne va pas bien, l'accès aux soins qui est défaillant. Il peut y avoir énormément de choses. L'éducation que vos parents vous ont donnée, on peut vous donner des modes de pensée qui ne sont pas forcément très fonctionnels et que vous allez perpétuer dans la vie adulte sans vraiment pouvoir vous en échapper, sauf à faire justement une thérapie qui vous permettra de le faire. C'est vrai qu'on ne sait pas, en fait. On ne sait pas qu'est-ce qui est malade. On a eu pendant quelques années le courant du tout neurosciences, tout biomédical en santé mentale, en psychiatrie. C'est pas terminé. C'est pas terminé. Là, il y en a encore beaucoup qui arrivent. Bien sûr, mais justement, on en revient un peu. On est beaucoup moins catégorique qu'avant, où on disait, voilà, c'est cette partie du cerveau qui dysfonctionne. Là, c'est ce neurotransmetteur. On en revient parce qu'on se rend compte que c'est quand même beaucoup plus compliqué que ça, qu'on peut pas justement pointer quelque chose, parce qu'en fait, vous allez prendre 30 personnes. Sur les 30 personnes, ce sera pas du tout pareil. C'est des contextes qui sont différents, c'est des vécus qui sont différents, des symptômes qui sont différents. Si vous prenez juste la dépression, vous prenez les critères de dépression, il y a 227 formes possibles. 227 formes différentes possibles de dépression. Donc c'est même pas possible de dire la dépression c'est ça, parce qu'en fait c'est laquelle c'est laquelle des 227 formes qui existent. Donc alors, voilà, parenthèse, quand on parle de dépression, alors moi j'avais l'impression qu'on parlait plus de dépression, ça a été remplacé par le burn-out, par plein d'autres choses, mais la dépression c'est aujourd'hui la deuxième pathologie au monde. Alors la dépression, c'est une des pathologies les plus invalidantes, et d'ici 2030, l'OMS dit que ce sera la première cause d'invalidité dans le monde. Et vous dites invalidité? En fait, c'est comme ça que c'est défini par l'OMS, c'est la cause d'invalidité. Donc c'est vraiment la cause d'une situation qui va faire qu'on n'arrivera plus à occuper ses occupations habituelles. C'est énorme, c'est énorme, et je pense que c'est aussi ça qui peut faire un peu peur, qui est, en fait, on va essayer de pas trop parler de la dépression, parce que vu comment c'est fréquent, ça peut me tomber sur le coin de la tête un jour ou l'autre. Mais c'est vrai qu'on parle toujours de dépression, on parle plus de troubles dépressifs, justement pour dire qu'il n'y a pas une dépression, il y a plus de variabilité que ça. Après le burn-out, pour l'instant, il n'y a pas de reconnaissance en tant que maladie professionnelle. Mais vous entendez beaucoup plus de gens qui vous disent j'ai fait un burn-out, que de gens qui disent je suis en dépression. Bien sûr, parce que justement, quand on parle du burn-out, on arrive à donner une cause externe. On dit c'est à cause de l'ambiance de travail, le management, la charge de travail, etc. Quand on dit je suis en dépression, j'ai une dépression, ça peut tomber comme ça du jour au lendemain. Moi, voilà, quand j'avais des grosses phases dépressives, encore il n'y a pas longtemps, ma famille me disait mais t'as tout pour être heureux, t'es en couple, t'as un emploi, tout va bien. Pourquoi t'es déprimé? T'es juste un éternel insatisfait. C'est vrai que cette phrase-là, t'as tout pour être heureux. T'as tout pour être heureux. Mais non, justement, il y a quelque chose qui manque. Mais on ne sait pas quoi. Donc il y a des traitements qui permettent justement d'atténuer cette souffrance. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on ne sait pas dire exactement à quoi ces maladies sont dues. Comment est-ce que vous naviguez, vous, entre l'identité du chercheur et celle du malade, qui est rétablie, parce que vous tenez aussi à faire passer ce message, c'est que à partir du moment où on décide de pouvoir suivre un parcours de soins, on s'en sort, et lequel des deux est le plus entendu pour faire passer vos messages? Alors juste une petite précision sémantique, je dis pas qu'on décide de suivre un parcours de soins, c'est qu'on a l'occasion de le suivre, parce qu'on peut le décider mais ne pas avoir accès à des soins. Typiquement, on sait qu'il y a une désertification médicale qui est assez étendue en France, les psychologues ne sont pas remboursés, les hôpitaux sont surchargés, les CMP aussi, donc c'est plutôt avoir l'occasion, l'opportunité d'avoir accès à une prise en charge. Et pour ce qui est du reste, pour moi, je suis un homme
qui a la profession de chercheur. Et c'est vrai que l'identité de malade, moi, je m'en suis totalement départi. Voilà, je témoigne de mon histoire parce qu'elle fait partie de mon histoire, mais elle ne fait pas partie de mon identité. Moi, je me considère vraiment comme une personne, un être humain qui, voilà, a des différentes spécificités, qui est, voilà, j'ai les cheveux bruns, j'ai eu telle maladie, je fais ce métier-là, lui, c'est mon ami. C'est ça. Et c'est ça que j'essaye de montrer aussi à travers ce livre et le podcast Les mots bleus, c'est que en fait on est tous des êtres humains, malades ou pas, on sera tous un jour malades, peu importe de quoi, on peut avoir la grippe, on peut avoir un cancer, on peut avoir une pneumonie, on peut avoir plein de choses, mais voilà, on reste un être humain, on peut avoir un virus, une tumeur ou un dysfonctionnement physiologique au niveau du cerveau ou n'importe quoi, on reste un être humain derrière. On n'est pas la maladie. C'est ça. On n'est pas la maladie, et c'est pour ça qu'il y a aussi la chose de je suis malade. On le dit parfois pour les maladies physiques, mais sans jamais préciser la maladie. Mais quand on dit qu'on a un cancer, on ne dit pas je suis un cancéreux. On dit j'ai un cancer. En revanche, quand on parle de quelqu'un qui a une schizophrénie, on va dire c'est un schizo. Voilà, c'est un schizo, c'est un schizophrène, il est bipolaire, il est dépressif, mais jamais il est cancéreux. Voilà, c'est des différences de langage. C'est l'utilisation de l'auxiliaire avoir et l'auxiliaire être. C'est tout à fait ça. Et c'est ça qui induit un peu cette confusion de est-ce qu'on est la maladie ou est-ce qu'on est un être humain avec une maladie ? Est-ce que je suis la maladie ou est-ce que j'ai une maladie ? Et ça, c'est la distinction qu'on fait pas trop dans la maladie mentale, justement. On a tendance, comme on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui dysfonctionne, on va dire que c'est la personne en elle-même qui dysfonctionne. Et donc, en fait, la personne est sa maladie. Alors vous, ça commence quand vous avez 5 ans. Vous vous en souvenez ou on vous l'a dit ? On me l'a dit. C'est-à-dire que vous vous en souvenez pas ? Moi, je m'en souviens pas parce que j'étais jeune, et puis c'est vrai que quand il n'y a pas de souffrance, en fait, on ne prête pas forcément attention en fait, à des symptômes qui peuvent être des choses qui peuvent être normales. Tous les symptômes des maladies mentales peuvent être des comportements tout à fait normaux, banals du quotidien. C'est juste le fait qu'à un moment, ils commencent à être trop répétitifs ou avoir trop d'impact, être trop intenses. Et c'est ça qui fait que ça devient pathologique parce qu'il y a une rupture avec le fonctionnement antérieur. Donc c'est vrai que moi, quand j'avais 5 ans... j'ai aucun souvenir de ça. Pourtant, j'ai des souvenirs de la maternelle, etc. Mais j'ai aucun souvenir des premiers symptômes. C'est ce qu'on m'a rapporté. Et puis avec la limite... Alors, vous avez des tics à cette époque-là, et vous vous souvenez quand même d'une phrase de vos parents, c'est... Arrête. Je sens parce que ça a duré pendant des années. Pendant des années. Les repas de famille, c'était vraiment le lieu où voilà, on était réunis autour de la table. Ma sœur, mes parents, mes tics et moi. Et pour le coup, ça se voyait. Et puis, dans l'incompréhension, en fait, c'était arrête, c'est n'importe quoi ce que tu fais. Arrête de faire exprès. C'est ça, c'est ça. Comme quand on comprend pas, en fait, à quoi ça peut être dû et que les médecins disent qu'il n'y a rien... à l'époque, il y a quasiment une trentaine d'années maintenant, le médecin, c'était toujours la figure verticale. Le médecin dit, on écoute et on est passif. Ça a beaucoup changé quand même depuis, mais c'est vrai qu'à l'époque, les médecins n'étaient pas super informés sur la santé mentale, encore moins chez les enfants, sur des maladies dont on ne parlait pas forcément beaucoup. Donc en fait, le médecin disait, c'est rien, c'est un enfant, ça va passer. En fait, vos parents disaient quoi ? Ils se satisfaisaient de cette explication Je ne pense pas qu'ils s'en satisfaisaient, mais ils faisaient avec. Ils faisaient avec par défaut d'alternative, en fait, surtout. Donc c'est un peu ça le problème, c'est quand on est un enfant, on est très soumis justement à l'état d'esprit de ses parents, justement, qui peuvent plus ou moins adhérer à certaines théories. Et donc en fait, on est soumis à ça, et c'est ce qui explique aussi que beaucoup d'enfants ont des troubles qui ne sont pas diagnostiqués et qui s'empirent jusqu'à être relativement graves à l'âge adulte. Voilà, vivre avec un trouble de santé mentale. On parle de santé mentale ce matin avec mon invité, Mickaël Worms-Herminger, et dans un livre qui porte ce nom, Vivre avec un trouble de santé mentale aux éditions Marabout, vous commencez par parler de vos troubles du comportement alimentaire. Alors, là aussi, vous avez mis longtemps à comprendre que vous étiez atteint d'un trouble du comportement alimentaire jusqu'à ce que vous pesiez 45 kilos. C'est ça, ça a duré vraiment très longtemps, ça a duré plus de 15 ans. Plus de 15 ans avant que je m'en rende compte, et c'est vraiment une caractéristique de la plupart des troubles psychiques, c'est qu'on est dans le déni pendant très longtemps. Soit on se rend pas compte qu'on a une maladie, soit on s'en rend plus ou moins compte, mais en fait on le justifie, en fait on se trouve des excuses, on se dit oui voilà c'est parce que je mange sainement, je fais de l'exercice, etc. Mais quand manger sainement, ça s'apparente à manger ce que doit manger un nourrisson, et l'activité physique d'un marathonien. Il y a un déséquilibre à un moment. Donc c'est parce que vous vous obligiez à avoir cette activité physique. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça, ça devient obsessionnel en fait. Moi, il y a vraiment une obsession du poids. Il fallait que mon poids baisse. Il fallait que mon poids baisse de plus en plus. Vous mesurez combien ?
À peu près 1m80. C'est pour comprendre, hein, 45 kg, 1m80, ça vous donne une idée. Ça me faisait un IMC qui était plus bas que la dénutrition, en fait. Donc c'était vraiment état de mort proche, en fait. Hein. C'est qu'on dise bien les mots, en fait, l'anorexie mentale, c'est le trouble le plus mortel dans les maladies psychiatriques. Et ça, on s'en rend pas forcément compte, parce que quand on parle d'anorexie, on se dit, voilà, c'est une femme qui fait un régime, au pire, elle se fait un peu vomir, elle mange des pommes. Non, l'anorexie, on en meurt soit par suicide, soit par dénutrition, parce que le corps n'arrive plus à fonctionner. Et c'est vrai que cette maladie, qui a beau être la plus grave sur le plan des conséquences en termes de maladie psychique, et pendant très longtemps, la personne le nie. Et parfois même la famille et l'entourage le nient. Parce que quand on devient mince, on correspond plus aux critères de la société. C'est génial, t'as perdu du poids, t'es bien comme ça. Ça, c'est souvent le cas chez les femmes. Hein. Après, chez les hommes, ça se manifeste un peu différemment. C'est plus, on prend du muscle, on va à la salle de sport, beaucoup. Sauf que c'est bien de faire du sport. Sauf que quand on en vient à faire une crise de rage le soir parce qu'on n'a pas pu aller à la salle parce qu'elle a fermé plus tôt, c'est plus normal. C'est plus normal. Donc, c'est des choses qui sont très socialement aussi influencées par ce qui est promu dans les médias comme mode de vie, comme apparence idéale, entre guillemets. Donc, c'est très compliqué. Moi, ça a commencé quand j'avais 15 ans. Et je m'en suis rendu compte. De 15 ans à 30 ans. Hein, c'est ça. Et moi, je m'en suis rendu compte quand j'avais 30 ans, quand il était presque trop tard, puisque je m'en suis rendu compte quand j'étais sur le point de mourir, en fait. C'était un déclic ? C'était un déclic qui était dû en fait à une souffrance qui grandissait, jusqu'à me dire en fait c'est stop en fait. Soit je fais quelque chose pour atténuer cette souffrance, je savais pas vraiment à quoi elle était due, soit j'en arrêtais avec la vie en fait, parce que c'était plus gérable, c'était plus tolérable. Imaginez-vous la pire souffrance que vous pouvez sentir, c'était ça. Et c'est là que j'ai eu le déclic et je me suis dit non, j'ai pas envie de mourir, j'ai encore plein de choses à vivre, j'ai 30 ans, théoriquement il me reste à peu près 50 ans à vivre, j'ai pas envie de partir maintenant, donc je vais essayer de faire quelque chose, je vais aller consulter. Et vous avez été consulter un psychiatre ? Alors, d'abord, je suis allé consulter mon médecin généraliste pour qu'il m'oriente vers quelqu'un de spécialisé là-dedans, parce qu'il n'y a pas beaucoup de professionnels de santé qui sont spécialisés dans les troubles du comportement alimentaire. C'est vraiment des prises en charge qui sont assez spécifiques. Tous les psychiatres peuvent avoir une approche généraliste, etc., mais ils sont tous plus ou moins spécialisés dans un trouble ou un autre. Donc je suis allé voir mon généraliste qui ne m'a pas cru. J'étais en face de lui, 1m80, 45 kg. Je lui ai dit, je lui ai expliqué, mon quotidien, c'était de marcher 50 km, de manger, pas suffisamment pour l'activité que j'avais, etc. Rien, aucun tilt, aucun déclic. J'ai dû le convaincre, j'ai dû militer pour lui montrer qu'il y avait un problème. Donc voilà, une fois que j'avais réussi à le convaincre plus ou moins, il m'a fait une lettre d'orientation pour un service spécialisé hospitalier, auquel j'ai pu avoir un rendez-vous assez rapidement, en dessous de 3 mois. Je dis rapidement pour l'hôpital. Hein, c'est pour expliquer qu'aujourd'hui, le système de santé n'est pas réactif, il ne faut pas être en urgence. Hein. C'est ça, et pour le coup, j'étais en urgence, mais 2-3 mois, c'est très bien pour l'urgence à l'hôpital. Faut pas en demander plus, dans certaines villes, ça va être 1 an et demi, hein, donc vous avez le temps de mourir plusieurs fois entre-temps. Donc voilà, je suis allé voir ce service hospitalier, j'ai eu plein d'examens, etc., et puis il y avait aucun doute sur le fait que c'était un trouble du comportement alimentaire. En 5 minutes, c'est diagnostiqué, en fait. Vous racontez votre histoire à un psychiatre qui est spécialisé, c'est bon, en fait, c'est ça. Alors, vous parlez justement dans votre livre de ce qu'on appelle l'autodiagnostic. Vous avez quasiment autodiagnostiqué toutes vos pathologies tout seul. C'est quelque chose que les personnes qui sont atteintes, par exemple, de troubles du comportement alimentaire peuvent faire, ça ? Ou finalement, il y a des gens qui peuvent passer quand même vraiment à côté de ce qui leur arrive ? Alors on peut passer vraiment à cause du déni, en fait, totalement à côté de ce qui nous arrive. Hein. Moi, finalement, je me suis rendu compte, parce que c'est mon métier, je connais les pathologies psychiatriques, etc., que quand la souffrance arrive vraiment à son terme, j'ai fait un petit travail d'introspection pour me dire, qu'est-ce qui se passe dans ma vie là, à quoi ressemblent mes journées, etc. C'est là que j'ai fait le lien. Mais c'est vrai que quand on s'y connaît pas forcément, quand on a les images des troubles psychiques qui sont véhiculés dans la société, le schizophrène qui va tuer des gens, le bipolaire qui change d'avis tous les 3 secondes, l'anorexique, c'est juste une femme qui mange des pommes. Quand on a ça, on peut pas vraiment se rendre compte, en fait, qu'on est atteint d'une pathologie. Donc c'est vrai que l'autodiagnostic, quand il est suivi par une consultation chez un professionnel et qu'on reste ouvert à ce que le professionnel nous dit, oui c'est ça, non c'est pas ça, c'est très bien, parce que justement ça incite à les consulter. En revanche, ce qui se passe de plus en plus aujourd'hui, c'est que l'autodiagnostic prend la relève très souvent sur les réseaux sociaux, chez les jeunes, sur la prise en charge médicale. Et vous parlez des dangers justement de l'autodiagnostic à ce moment-là, parce que ça aggrave le trouble. Alors en fait, ça peut aggraver un trouble existant.
parce que justement, on va pas forcément les consulter, on va se dire, voilà, j'ai cette maladie-là, et voilà, je fais partie du groupe des personnes qui ont cette maladie-là, on peut rejeter la médecine, on peut ne pas aller consulter, parce que voilà, on considère que maintenant qu'on sait, on va s'adapter, sauf que ce sont des pathologies graves qui nécessitent des traitements, des thérapies, voire des médicaments, et c'est un peu ça le problème, c'est qu'il y a une sorte presque de quête identitaire en ce moment chez les jeunes, de vouloir appartenir à un groupe, et c'est ça qui peut être dangereux, c'est que ces autodiagnostics peuvent s'arrêter là, et ne pas être suivis en fait d'une prise en charge, qui pourrait justement dire en fait, ben non, en fait c'est pas ce trouble-là, c'est autre chose, ça se traite autrement, ou alors non, c'est pas un trouble du tout, c'est juste, voilà, t'as vu une liste de symptômes sur les réseaux sociaux, t'as coché quelques symptômes, et du coup, statistiquement en fait, théoriquement, si t'as ces symptômes-là, tu as ce risque d'avoir cette maladie. Mais très souvent, il n'y a pas la souffrance qui est associée, il n'y a pas d'impact sur le quotidien. Donc ça n'en fait pas une maladie. On peut tous avoir une perte de motivation, on peut tous être fatigués, on peut tous perdre l'appétit. Mais s'il n'y a pas de souffrance associée, pas d'impact sur le quotidien, pas d'impact professionnel, relationnel, il n'y a pas de maladie en fait. C'est pas pathologique, ça veut dire qu'il y a une rupture avec le fonctionnement antérieur. Si on voit juste une liste de symptômes, enfin, n'importe qui peut les avoir. N'importe qui peut les avoir. Moi, quand j'ai de la fièvre, j'ai des hallucinations. Ça fait pas de moi quelqu'un qui a un trouble psychotique. C'est juste que voilà, j'ai de la fièvre, mon cerveau déconne. Donc voilà, c'est un peu ça le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent sans donner les précisions et les nuances et ce que ça implique. Qu'est-ce qui a fonctionné chez vous pour la prise en charge de vos troubles du comportement alimentaire ? Rien. Non, presque rien. En fait, il y a très peu de prise en charge. Pour expliquer à ceux qui nous écoutent et qui finalement cherchent de l'aide et qui cherchent justement un truc pour s'en sortir, entre guillemets. C'est vrai que c'est extrêmement difficile de prendre ces troubles en charge parce qu'ils ont vraiment des causes qui souvent sont multidimensionnelles. Il y a souvent un dysfonctionnement de la famille, un dysfonctionnement au niveau des relations, une baisse d'estime de soi. Donc c'est vraiment des choses qui peuvent remonter à très longtemps et qui demandent un gros travail d'introspection et de thérapie. Donc c'est vraiment au cas par cas. Mais c'est vrai que pour l'anorexie mentale, il n'y a pas beaucoup de prise en charge qui existent, à part la renutrition et un peu la rééducation diététique. Pour l'hyperphagie aussi, ça va être de la thérapie pour l'estime de soi. Voilà, pour se rendre compte qu'il y a d'autres moyens de gérer des émotions fortes que la nourriture, comme ça peut être pour le tabac. Voilà, il y a des gens qui sont stressés, ils vont fumer. Il y en a qui vont être stressés, ils vont manger en fait un pot de Nutella. Voilà, c'est son moyen de faire face à la situation et d'en apprendre d'autres, ça peut aider. En revanche, pour la boulimie, un trouble dont j'ai souffert. Les deux, parce que il y avait les deux. Alternance, ouais. C'était les trois en alternance. Donc pour la boulimie, il y a un traitement qui existe, c'est la fluoxétine. C'est un antidépresseur prescrit à une certaine dose qui est supérieure à celle pour la dépression. Ça fait baisser l'intensité et la fréquence des crises. Il y a ça, mais donc à côté, il faut bien entendu faire une thérapie, parce que bien entendu, il faut travailler aussi sur ses schémas de pensée, sur réorganiser un peu son environnement pour qu'il soit moins délétère, pour qu'il soit plus favorable à la santé. Mais donc ça marche. Là, aujourd'hui, je fais plus de crise, ni d'hyperphagie, ni de boulimie. Mais c'est vrai que à part ce traitement spécifique, il n'y a pas d'autres traitements spécifiques aux troubles du comportement alimentaire. C'est le seul médicament qui, à la base, en fait, est un antidépresseur classique, historique. C'est le seul traitement à une dose particulière qui est autorisé pour traiter un des troubles du comportement alimentaire. Et vous expliquez que, contrairement à ce qu'on pense, il n'y a pas d'accoutumance aux antidépresseurs. Ouais, c'est ça, on a souvent une confusion entre les anxiolytiques, qui sont utilisés du coup pour les crises d'angoisse, et les antidépresseurs, alors que ce ne sont pas du tout les mêmes classes de molécules. Les anxiolytiques, justement, sont censés être prescrits quelques semaines en cas d'urgence, uniquement pendant des crises. Les antidépresseurs peuvent être prescrits pendant des années à vie. Il n'y a pas d'accoutumance, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'augmenter tout le temps la dose pour avoir le même effet. C'est ça qu'il faut expliquer. Et c'est vrai que c'est une idée reçue. Chez vous, la psychothérapie, ça n'a pas fonctionné. Vous êtes allé voir un psychologue et ça n'a pas fonctionné. Alors c'est vrai que la première fois que je suis allé voir un psychologue, c'était pour mes tics. Pour faire ce qu'on appelle une thérapie cognitive et comportementale. Donc c'est vraiment le réapprentissage. TCC. C'est une TCC, c'est le réapprentissage du fonctionnement entre les pensées, les émotions et les actions. Dans mon cas, il y avait une efficacité qui était là, mais ça me demandait tellement d'efforts en fait de me concentrer à chaque tic, parce qu'il y en a beaucoup. Ça me demandait tellement d'efforts que j'ai pas réussi en fait à le mettre en place de manière pérenne. L'efficacité était là, mais le problème c'est qu'il y avait trop de tics pour pouvoir l'appliquer tout le temps. Donc j'en ai quand même gardé quelques mécanismes, quelques stratégies dans les cas où il y a des tics qui viennent. J'arrive quand même plus ou moins maintenant à les contrôler, en tout cas pour un certain temps. Mais là, la deuxième fois... C'est-à-dire que là, vous êtes sous contrôle, par exemple ? Ouais. En général, quand je suis concentré, ça va.
Là, je suis concentré sur ce que je suis en train de vous dire. Parce que j'étais en train de regarder, je trouvais que vous n'aviez pas trop de... Ouais. Mais c'est pour ça que maintenant, c'est beaucoup plus quand je suis seul. Quand je suis seul, à la maison ou quelque part. Là, ça se voit beaucoup plus parce que, à force de travailler sur ces mécanismes, etc. Mais quand vous dites je suis sous contrôle, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe? Comment vous vous dites quelque chose? Comment ça se passe? Non, en fait, c'est devenu vraiment automatique. C'est devenu automatique parce qu'en fait, avant le tic, il y a une sensation en fait désagréable, un peu comme quand on a envie d'éternuer. Ça chatouille. Et puis en fait, si on n'éternue pas, ça va rester, et ça va coincer, et ça finira par sortir à un moment ou à un autre. Et en fait, là, c'est pareil. Moi, c'est essentiellement du côté gauche. Il y a l'épaule, il y a la hanche, il y a aussi la lèvre. Là, il y a une belle cicatrice. Et on verra la vidéo. C'est à la radio, ça passe pas beaucoup, mais vous verrez la vidéo d'émission. Mais vous êtes vraiment sous contrôle, donc J'ignore en fait cette sensation. J'essaie de la laisser passer. C'est comme quand vous avez envie de fumer. Quand vous avez envie de fumer, vous avez l'envie qui vient. Mais si vous n'avez pas de clope sous la main, aucun moyen de vous en procurer, l'envie elle passe toute seule. Au bout de 5-10 minutes, c'est fini. Et là, c'est un peu pareil, ça dure quelques secondes. D'ailleurs, aujourd'hui, vous travaillez sur les addictions, notamment au tabac. C'est ça, j'ai travaillé là-dessus. Ouais. On parle de la maladie mentale ce matin, ou troubles psychiques, ou pathologie psychiatrique. Notre invité, Michael Worms-Herminger, vous avez décidé que c'était des synonymes. Ce sont des synonymes, sauf que certains sont plus connotés péjorativement que d'autres. C'est vrai que quand on parle de maladie mentale aujourd'hui, on pense à l'image d'Épinal du malade mental. Donc ça va être le fou furieux dans son coin qu'il faut interner, qui est dangereux pour tout le monde. Quand on pense à malade mental, c'est ça. Parce que c'est une insulte aussi, de dire que c'est un truc de malade, c'est vraiment un truc de malade mental, c'est un truc de fou. On a toujours cette image-là pour parler de quelque chose qui est hors du commun, qui n'est pas normal en fait. Alors quand on parle de troubles psychiques, c'est un peu plus doux. On se dit, c'est une maladie au niveau du psychisme. Mais en fait, c'est totalement synonyme. Trouble et maladie, c'est la même chose. Psychique et mental, c'est la même chose. En fait, c'est totalement synonyme. Sauf que trouble psychique, c'est une manière douce de le dire. Malade mental, aujourd'hui, c'est une insulte. Et moi, justement, je suis pour militer, en fait, pour que malade mental ne soit plus une insulte. Parce que c'est totalement synonyme à trouble psychique. Et c'est vraiment ça qui me perturbe aujourd'hui, c'est que on en est arrivé, justement, à utiliser la vulnérabilité de personnes qui souffrent pour insulter des gens. On se permettrait jamais d'insulter quelqu'un de sale cancéreux. En revanche, quelqu'un qui fait n'importe quoi... Ça serait tabou. Déjà utiliser le mot cancer, c'est encore compliqué aujourd'hui. Ce serait très mal vu. Et il y a un parallèle que je fais souvent avec l'infection au VIH et au sida, c'est qu'aujourd'hui, encore dans certains discours, on entend sale sidaïque de merde. Il y a des personnes sur les réseaux sociaux qui se font harceler comme ça, parce qu'elles souffrent du sida, de sale sidaïque. Et il y a vraiment le même mécanisme de stigmatisation entre les personnes qui vivent avec le VIH et les personnes qui vivent avec un trouble de santé mentale, c'est ce truc un peu, c'est ta personne qui est défaillante, c'est parce que tu es un pervers, parce que tu as fait n'importe quoi. Et il y a vraiment ces mêmes mécanismes communs qui font que on vient à insulter des gens en utilisant des noms de maladies, en fait. Ouais, stigmatisation. Donc ça, il y a une stigmatisation. Vous êtes pour qu'on parle, on va dire, de façon positive de la maladie mentale. Bien sûr, forcément, une maladie, c'est de la souffrance, c'est quelque chose qui est jamais quelque chose dont on a envie, on n'a jamais envie de tomber malade. Mais en parler de manière positive, c'est aussi dire qu'on peut aller mieux, en fait. C'est pas pour glamouriser la maladie ou pour dire que avoir une schizophrénie, c'est génial. C'est pour dire qu'en fait, on peut avoir une schizophrénie et être en couple, avoir un emploi, habiter de manière autonome, réussir à gérer ses finances, et puis en fait passer inaperçu dans la rue, tous les jours au quotidien. Il y a 1% de la population française qui souffre de schizophrénie. Au quotidien, vous pouvez en croiser dans la rue sans vous en rendre compte. En fait, les personnes avec une schizophrénie ne sont pas des personnes violentes, ne sont pas des tueurs en série, ce sont des personnes juste... comme tout le monde, qui ont une maladie et qui peuvent avoir un traitement qui fonctionne très bien. Et voilà, en fait. Personne du quotidien. Et vivre. Qu'est-ce qu'une conscience autonoétique ? La conscience autonoétique, c'est un terme technique qui veut dire qu'on arrive à voyager dans le temps, dans sa tête. Donc ça va être typiquement quand vous arrivez à vous projeter en fait dans votre passé, quand vous revivez des souvenirs. Donc ça va être, vous vous souvenez, je sais pas, du mariage d'une amie, vous allez vous réimaginer la scène, vous allez vous voir dans les lieux. C'est ce qu'on appelle la conscience autonoétique, c'est le fait de réussir à se projeter dans les souvenirs. Et est-ce qu'on peut faire confiance à ces souvenirs alors ? C'est compliqué, parce qu'on a souvent l'image que les souvenirs, ce sont un peu des photographies qui ont été prises et qui ont été rangées dans un album. C'est pas tout à fait ça. Vous allez prendre une même situation, vous allez prendre 10 personnes, les 10 auront des souvenirs totalement différents de la même situation. Parce que justement, l'émotion sur le moment de la situation, les modes de pensée, les expériences précédentes, etc., vont avoir un impact sur la manière dont on va interpréter l'événement et le mémoriser. Et au fur et à mesure, la photo, certaines vieilles photos aussi, elles s'estompent finalement au fil du temps. Les couleurs disparaissent, se transforment, etc. Et c'est pareil pour les souvenirs en fait. Parce que on a pu évoluer, quelque chose qui s'est passé il y a 10 ans, on a pu très mal le vivre.
on y pense aujourd'hui, on se dit, mais qu'est-ce que j'étais con, en fait. Qu'est-ce que j'étais con, en fait. Finalement, c'est rien du tout. Voilà, donc vraiment... Et donc, quand on convoque ces souvenirs et qu'on vous interroge et qu'on vous dit, mais alors, comment est-ce que tout ça a commencé ? Est-ce que vous pouvez être aussi... savoir quand finalement vos troubles ont commencé. Non, c'est ça qui est très difficile, et c'est pour ça aussi que cette question des 5 ans que vous me posiez tout à l'heure, moi j'en ai pas de souvenir, mais c'est mes parents qui m'ont rapporté ça. Mais mes parents aussi ont très bien pu passer à côté de quelque chose qui s'est passé bien avant, ou alors qui s'est passé après, mais ils se sont dit en fait c'était à peu près à cet âge-là. Donc c'est vraiment très compliqué, notamment pour ces troubles-là qui commencent souvent très jeunes, mais qui peuvent passer plus ou moins inaperçus. Tant que ça passe plus ou moins inaperçu ou qu'on ne voit pas d'impact concret, on considère que c'est pas de la maladie. Alors qu'en fait, c'est déjà là, c'est des prémices de la maladie, mais c'est une fois qu'ils deviennent importants qu'on va considérer que la maladie a commencé, alors qu'en fait, ça a pu commencer bien avant. Justement, dans le podcast, on a des personnes qui témoignent de troubles anxieux, de troubles dépressifs, qui elles-mêmes estiment que leur début, c'était au début de l'âge adulte, parce que c'est là que ça a commencé à devenir important. Puis après, je les questionne, et en fait, elles finissent par me dire oui, mais en fait, quand j'étais petit, j'étais déjà très anxieux, quand j'avais 10-11 ans, j'étais déjà pas très bien, j'avais pas envie de faire grand-chose, j'aimais rien. En fait, là, on se rend compte qu'en fait, ça a commencé 10 ans avant ce qu'elle pensait. Parce que justement, ces souvenirs, en fait, sont pas des choses exactes, c'est des reconstructions qu'on se fait. Donc c'est jamais quelque chose de très fiable, les souvenirs. Il y a beaucoup de travaux sur ce sujet-là. On peut induire des faux souvenirs. Ça arrive beaucoup dans des thérapies avec des personnes qui sont pas formées. Voilà, avec des thérapeutes, c'est des dangers. Les thérapeutes peuvent induire chez vous des faux souvenirs. Bien sûr, des choses qui n'ont pas... Alors après, vous vous dites, ah oui, mais je me souviens, c'était ça, mais alors que c'est pas vrai. C'est ça, et ça, c'est le risque de dérive de certaines thérapies, notamment par des personnes qui ne sont pas des professionnels de santé. On a tendance aujourd'hui à se tourner un peu vers des praticiens alternatifs qui, en fait, n'ont pas vraiment de formation et qui sont là pour se faire de l'argent, on va sur le dos de la misère des personnes. Ça peut être justement la porte d'entrée vers une de ces dérives-là qui va être, on peut induire des faux souvenirs à une personne. Il y a des pratiques comme l'EMDR notamment, enfin pas mal de pratiques comme ça. Qui fonctionnent pas mal, l'EMDR, pour les traumas, parce que justement, on ne travaille pas sur la réémergence du souvenir, la transformation du souvenir, c'est juste l'intégration du souvenir. Voilà, on se souvient de ça, on va faire en sorte qu'on l'accepte. Plutôt que d'en souffrir aujourd'hui, on va faire en sorte qu'on l'accepte. Bon, en tout cas, dans vos souvenirs, les gélules de saule blanc, ça ne fonctionne pas contre les tiques. Ah non, ça ne fonctionne pas du tout. Et là, pour le coup, c'était aussi déjà les prémices. Après, j'ai la particularité de venir d'une région qui est frontalière avec l'Allemagne. En Allemagne, la naturopathie, tout ce qui est pratique alternative à pignon sur rue depuis très 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 longtemps, plus longtemps qu'en France. Et ma grand-mère m'avait emmené voir un de ces thérapeute alternatif, je ne sais même pas comment qualifier ça, et qui m'avait dit, en fait, il y a un truc qui est bloqué dans vos cervicales, vous prenez du saule blanc et vous mangez des oignons, et puis ça va passer. C'était il y a plus de 20 ans, et puis finalement, j'ai mangé des oignons, j'ai mangé du saule blanc, et puis c'est toujours là. Et vous aimez les oignons. Et j'aime les oignons, ce que j'aimais pas avant. Voilà, donc il y a quand même eu il y a quelque chose qui s'est débloqué à ce moment-là. Vous souffrez de ce qu'on appelle le syndrome Gilles de la Tourette. Alors, c'est arrivé après les tiques ou c'était finalement en même temps que les tiques ? Alors, le syndrome Gilles de la Tourette, c'est les tiques, justement. Le syndrome Gilles de la Tourette, c'est la maladie des tiques. Alors moi, je me suis toujours demandé si les gens qui souffraient de cette maladie le savaient et s'en rendaient compte. Ou pas. On s'en rend tout à fait compte, justement, parce que, comme je l'ai dit, les tiques sont précédées d'une sensation désagréable à laquelle on répond par le tic, en fait, pour l'éliminer. Voilà, comme quand on a envie d'éternuer, on éternue pour enlever le chatouillis dans la gorge. Donc, en fait, on s'en rend tout à fait compte. On peut ne pas comprendre ce qui nous arrive, justement, parce que c'est des maladies aussi qui sont très caricaturées. Aujourd'hui, quand on parlait de syndrome Gilles de la Tourette, vous imaginez une personne qui se tape la tête contre les murs en criant salope, salope, salope. Parce que ça marche bien à la télé. Qui dit des gros mots en permanence. C'est ce qui passe bien à la télé, en fait. Ça fait rire, voilà, c'est génial. C'est une infime minorité de patients qui a des troubles extrêmement sévères et qui courent un grand danger pour sa vie, typiquement parce que ça peut mener à des violences contre soi, des tentatives de suicide, des blessures. Donc oui, on s'en rend tout à fait compte. Et puis les tics, en fait, comme c'est des mouvements qui sont hyper répétitifs, imaginez un ouvrier qui travaille 24 heures sur 24 pendant des années sans s'arrêter, qui a le même mouvement toutes les quelques secondes, je veux dire que ces articulations ne sont pas en très bon état. Moi, j'ai 32 ans aujourd'hui, j'ai de l'arthrose dans tout l'hémicorps gauche, des cervicales jusqu'au bout des doigts, à cause de ces tics. Donc voilà, ça me fait souffrir physiquement en plus. Donc oui, on s'en rend très bien compte. Alors vous avez été stigmatisé quand vous étiez enfant, vous étiez rejeté. Qu'est-ce que ça a eu comme effet sur vous ?
Je pense que ça a eu pas mal d'effets, mais là, ce que je vois encore aujourd'hui, principalement, ça va être l'anxiété sociale, en fait. Le fait de se dire qu'on n'est pas à sa place en société, en gros. Quand personne, en fait, ne vous accepte quand vous êtes enfant, et on sait que les enfants peuvent être très violents psychologiquement, il y a souvent aucun filtre, même dans les insultes, etc. Quand vous êtes rejeté, exclu pendant toute votre scolarité, vous arrivez à l'âge adulte, vous avez quasiment jamais eu d'amis, vous avez jamais été accepté dans aucun groupe. Vous vous dites quoi ? Vous dites, en fait, je vaux pas la peine, j'en vaux pas la peine. Donc alors vous parlez d'un processus qui est le processus d'auto-stigmatisation. Donc, en quoi ça consiste ? Alors, en quoi ça consiste ? Ça consiste à s'approprier en fait le stigma que les autres vous donnent. Donc en fait, ça va être le malade mental, c'est quelqu'un qui est fou, qui est pas normal, etc. Vous pouvez vous dire, mais non, c'est pas ça, j'ai juste une maladie, etc. Mais quand vous êtes tout seul face à 60 millions de personnes qui vous disent ça, vous allez vous dire, mais en fait, pourquoi moi j'aurais raison contre eux ? Ils sont quand même 60 millions contre moi. Donc en fait, s'ils disent tout ça, c'est peut-être qu'il y a un fond de réalité. Et à force de dire ça, on dit... en fait, peut-être que je suis un cinglé, en fait. Et c'est ça, en fait, c'est le fait de se dire, en fait, si tout le monde dit ça, c'est que ça doit être vrai, en fait. C'est un peu la démocratie de la maladie. C'est tout le monde dit que vous êtes un fou, en fait, vous finissez par l'accepter et vous finissez par vous dire, en fait, si je suis un fou, est-ce que j'ai vraiment ma place dans ce monde ? Et c'est ce qui fait aussi que beaucoup de maladies psychiatriques finissent par un suicide, en fait, parce que les personnes se stigmatisent tellement elles-mêmes, s'excluent tellement elles-mêmes de la société, parce que la société leur a dit qu'ils valaient rien, qu'ils n'avaient pas leur place ici. En fait, la souffrance est telle qu'on se dit, à quoi bon, en fait ? Quoi bon ? Comment on lutte efficacement contre la stigmatisation ? C'est une très bonne question, c'est la question qu'on se pose depuis énormément de temps. On a découvert le sida il y a 50 ans, les personnes avec le sida sont toujours stigmatisées. Pourtant, il y a eu pas mal de campagnes, on en parle tout le temps, il y a des actions nationales, internationales, et on ne sait toujours pas comment faire. On ne sait toujours pas comment faire parce que c'est très difficile de changer des croyances, en fait. C'est très difficile de changer des croyances quand un jour vous apprenez quelque chose qui est caricatural ou autre, et qu'à ce moment-là vous êtes réceptif, vous allez ancrer ça dans votre cerveau, et une fois que vous avez ça, on pourra vous dire quelques années plus tard que c'était pas du tout ça. C'est très difficile à changer. Pour les maladies psychiatriques, c'est pareil, en fait. Tout ce que les gens ont comme croyances aujourd'hui, qui sont perpétuées par les médias, par les films, etc., par les représentations artistiques, c'est très 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 compliqué, en fait, à défaire. Mais pourtant, il faut combattre les stigmatisations sur tous les sujets, d'ailleurs. Bien sûr. Et c'est très difficile parce que même quand on ne veut pas stigmatiser, on stigmatise sans le savoir. Parce qu'en fait, on est tous stigmatisés. On a tous des biais de pensée, des biais de raisonnement, etc., qui font qu'en fait, on stigmatise tous. Mais à partir d'un moment, on s'en rend compte. Quand on étudie un peu la manière dont on se comporte, la manière dont on parle de certains sujets, si on y réfléchit un peu, on se rend compte que, en fait, peut-être que j'aurais pas dû faire ça. Mais c'est vrai que ça demande un gros travail. Vous êtes, vous militez pour qu'on puisse faire entrer les questions de santé mentale dans les écoles aujourd'hui. Qu'est-ce qui retient finalement les autorités de le faire ? Ça coûte pas d'argent, en fait. Vous voyez, c'est pas. C'est une très bonne question. Et là, pareil, avec l'association avec laquelle on produit le podcast, on a proposé à plusieurs écoles de... Donc, c'est les mots bleus, c'est ça, les mots pour bleus. Ceux qui nous écoutent. Donc, on a une association qui s'appelle Place des Sciences, avec laquelle on propose aussi des interventions totalement bénévoles en école pour parler justement de ces sujets-là. Les enfants sont trop jeunes pour entendre parler de ça. Ils n'ont pas besoin d'entendre parler de ça. Ils sont trop jeunes, ils sont trop sensibles. Pourtant, dans une classe, vous avez tous un enfant qui a été victime de violence dans sa famille, vous avez tous un enfant dont le père ou la mère souffre d'une dépendance à une substance, vous avez tous quelqu'un qui a un handicap psychique dans sa famille. Donc ils ne sont pas trop jeunes, les enfants sont tout à fait capables d'entendre parler de maladies mentales, de mort. Et donc c'est un peu des faux bons sentiments. On essaie de protéger les enfants, entre guillemets, en leur parlant de certains sujets et pas d'autres, sauf qu'en fait on leur fait plus de mal qu'autre chose parce que ça empêche justement la prise de conscience d'une maladie et la prise en charge précoce. Vivre avec un trouble de santé mentale, c'est le titre de votre livre, Michael Worms-Herminger. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur toutes les plateformes de téléchargement et vous verrez la vidéo sur notre chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous et très belle journée santé sur Beurre FM.